Eh ben, bienvenue dans le podcast Survivor. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à suivre notre podcast. Merci pour les retours qu'on peut avoir qui sont parfois surprenants. Pas forcément dans la rue, on n'est pas non plus dans l'hyper popularité. Mais en tout cas, on a des retours et c'est plutôt agréable. Et là, maintenant, aujourd'hui, on a l'honneur justement et le plaisir d'avoir Enzo Colucci qui est complètement fou. Je peux le dire parce que je le suis depuis un petit moment et c'est de la bonne folie. Il est fou tout simplement parce que voilà, il accompagne des entrepreneurs, des entreprises, des groupes justement à performer au niveau commercial. Et aujourd'hui, il va nous raconter justement son parcours. Il va nous raconter tout simplement comment il a commencé. Évidemment aussi les côtés un petit peu obscurs qu'on connaît peut-être pas. Mais en tout cas, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. J'essaie de bien parler dans le micro pour. Écoute, pour peut-être la première question qu'on peut te poser, c'est est-ce que pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, même si ça reste encore assez rare sur les réseaux, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ? Ce que je fais, c'est un peu ce que tu as dit, Nico, c'est une bonne présentation. Aujourd'hui, moi, je suis formateur coach en technique de vente. Donc, j'accompagne des entreprises plutôt dans le B2B, donc qui ciblent aussi d'autres entreprises. J'accompagne leur force de vente sur la totalité du cycle de vente. Je fais beaucoup de prospection parce que c'est une grosse demande. Je crée beaucoup de contenu aussi à côté, justement. J'essaie de démystifier un peu la peur autour de la prospection. J'essaie de montrer aux gens que la vente, c'est pas si compliqué, c'est beaucoup d'humain, c'est beaucoup de curiosité, beaucoup de posture. Et j'essaie un petit peu de redorer le blason des commerciaux au travers des contenus que je poste avec, très peu de sérieux par moment. J'essaie justement aussi de montrer que c'est important de voir qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est pas parce qu'on est commercial ou qu'on fait du business qu'on est obligé de venir avec son costard, sa cravate et être tout pompeux et aseptisé. Donc voilà, j'essaie un peu de dédramatiser tout ça. J'essaie surtout de prendre du plaisir dans ce que je fais. Je pense que le grain de folie dont tu as parlé avant, c'est que il est issu de juste, j'adore ce que je fais en fait. Je kiffe mon quotidien, je fais tout pour l'apprécier le plus possible. Et donc, j'essaie de m'amuser, quoi. Super. Ça m'emmène à la deuxième question. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivé dans la vente ? Parce que oui, c'est vrai, on peut vendre, c'est humain et tout ça, mais c'est un peu technique et pour certaines personnes, c'est un peu compliqué. Moi, maintenant, ça va, mais au début, c'était un peu chaud. Donc, décider de faire carrière dans la vente, c'est un choix assez spécial. Comment est-ce que tu es arrivé à là ? J'en savais rien, du coup au début, moi je suis parti faire des études en Suisse après mon bac parce que je voulais avoir HEC sur le CV. Donc je suis parti plutôt pour acheter un nom au départ sans aucune conviction et sans savoir pourquoi j'allais là-bas autre que ça. Et donc forcément je me suis planté parce que quand on arrive sans projet réel, si ce n'est ça, ça marche pas très bien. Donc je me suis planté au bout d'un seul semestre et après je me suis retrouvé... J'ai voulu rebondir, j'ai voulu essayer de justifier ce qu'avaient payé mes parents pour l'année, de me payer du coup un loyer, histoire de juste pas rien foutre le deuxième semestre. Et j'ai pris le premier truc qui est arrivé, donc je vais dire que c'est du hasard, même s'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je me suis retrouvé à prendre le seul job qui voulait bien d'un Français en Suisse, étudiant à l'époque. Ça a été de vendre des associations, des ONG dans la rue. Donc j'ai arrêté des gens. Je devais les solliciter devant des gares, devant des supermarchés, devant des rues totalement anodines en Suisse. Et il fallait que je leur fasse sortir leur carte de crédit, qu'ils signent un contrat dans la rue, qu'ils s'en mettent pour un abo de 20 balles par mois. Et ça a été hyper dur les 2 premières semaines, sachant que vraiment j'ai accepté ce job en me disant je prends tout, peu importe. Et donc je suis arrivé le premier jour, je savais pas ce que je faisais là. Et on m'a dit tiens, là on est dans le centre commercial à Genève, arrête les gens là, faut vendre l'assaut. Ouais, c'est de la vente à froid. Justement, c'est le truc, c'est tu stoppes, tu dois One shot. stopper les gens et tu dois leur dire, les gens qui ont rien demandé, qui se baladent et qui veulent pas du tout qu'ils soient arrêtés. Qui n'ont pas du tout envie de te voir. Et qui tu es la dernière personne sur Terre. T'es qui ? Pourquoi tu vends quoi ? Ouais. Et alors, t'es débrouillé comment ? Je me suis débrouillé comment ? Beaucoup de peur au début. Premier jour, t'es là, t'oses pas, t'as peur du regard des autres, t'as peur d'interpeller une personne. Donc heureusement, quand t'es bien entouré, que t'as une bonne équipe, on te met en confiance. Donc ça a été catastrophique, surtout qu'en plus, on te demande de faire 5 contrats par jour si tu veux tenir. Sinon, on te vire en fait. Donc 5 contrats, il faut tenir la cadence. Donc forcément, je ne les fais pas.
au départ. Et au bout de 2 semaines, je commence à ouvrir ce compteur de 5. Mon manager me met en confiance, me dit t'inquiète, j'ai vu du potentiel, je vais te garder. Donc rien que ça me donne un peu d'air. Et à partir de là, un peu, je me révèle. Et au bout de même pas un mois, je deviens meilleur vendeur de Suisse. Et donc en fait, je prends beaucoup de plaisir. Carrément. Ouais, on était 3 équipes, suisse romande, alémanique et suisse italienne. Enfin, le Tessin est tout petit. Mais donc, j'avais cet esprit de compète. Moi, j'étais sportif de haut niveau quand j'étais plus jeune en basket. Donc, j'ai toujours eu ce truc, en revanche, qui est très lié, je trouve, aussi à la vente, qui est un dénominateur commun, qui est le goût du challenge. Et donc, quand je suis arrivé, que j'ai vu des têtes sur le bureau... La première fois que je suis rentré dans le truc, j'ai dit c'est quoi ça? On me dit bah ça c'est le meilleur de la semaine, ça c'est le meilleur, la meilleure équipe, le truc. Je dis ok. À l'américaine, quoi. Un peu. Exactement. Moi, je veux être sur ce tableau, en fait. Bah, du coup, tu te dis que tu es quand même câblé initialement pour faire ce genre de job. Ouais, en fait, je pense ce qui m'a aidé, c'est que j'ai toujours aimé... j'ai jamais fait de théâtre. Ma grand-mère, pour son grand désarroi, aurait toujours aimé que j'en fasse. Mais j'ai toujours adoré faire l'idiot, en fait, dans ma jeunesse. J'aime bien la scène. J'ai pas trop peur. Enfin, j'ai peur, comme tout le monde, forcément, de parler en public initialement ou du regard des autres. Mais in fine, quand j'arrive à mettre un masque et à prendre le rôle de quelqu'un, imiter quelqu'un, bah en fait, j'ai pas trop peur. Et donc, je me suis, je pense, un peu servi de ça, parce que ce qui faisait que j'arrêtais beaucoup de gens versus les autres, c'était l'humour. C'est que je faisais le pitre, en fait, dans la rue. Et une fois que j'arrivais à t'arrêter, ce qui est le plus dur quand on fait ce staff-là, c'est d'arrêter les gens. Une fois que tu les arrêtes et que tu échanges, si tu as encore une fois une posture cool, bienveillante, que tu parles bien, bah en fait, ça close plutôt pas mal en réalité. Mais c'est ce que j'aime bien moi, dans ton personnage, justement sur les réseaux, sur LinkedIn, entre autres, c'est justement tu arrives à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir. Et le truc qui est pas du tout, qui rentre pas du tout dans les codes, hein, clairement. Avec justement un personnage. Bon, là, c'est dans ton nom propre, tu as pas choisi un autre personnage avec un autre nom. Mais justement, avec, on te voit souvent avec un bandeau. Ouais. Tu as fait aussi beaucoup de parodies, justement, d'émissions télé. Bon, je vous invite à regarder, évidemment. Ouais. Et puis, c'est surtout que on voit que t'es habité. Mais ce qui est intéressant, justement, dans ce genre de contenu, c'est que finalement, on regarde du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est justement c'est le but du jeu. Ouais. Et c'est ça aussi qui manque souvent. C'est justement de se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire après, de passer à l'action. Est-ce que pour toi, c'est une clé, ça? Numéro 1, si tu veux vendre, soit dérisoire. Ou enfin, je sais pas comment, parce que tu y arrives. Hein. Ouais. Donc, pour d'autres personnes qui, elles, sont coincées, elles sont toi en Suisse, première semaine. Bah, moi, du coup, là où je fais la différence, c'est du coup, il y a 2 choses. Il y a le côté réseau où je fais de la création de contenu et où là, du coup, je fais beaucoup, comme tu dis, de parodie, je me mets en avant, je fais un peu l'idiot. J'ai un certain personnage à ce niveau-là, même si je suis la même personne derrière. En revanche, quand je suis dans un rendez-vous de vente, que je suis avec des prospects où il faut vendre quelque chose, je sais être du coup très sérieux. Et je pense que c'est surtout ça, en fait, l'une des plus grosses compétences que doit avoir un commercial ou une commerciale, c'est l'adaptation. C'est le côté caméléon. C'est que là, je peux faire le pitre, je peux dire merde, chier, putain devant une caméra et je peux pas en mettre une à côté pendant un call où je vais parler à un DSI, à un grand dirigeant et où je vais savoir du coup, parler du coup le même langage, me mettre sur la même fréquence radio. Donc je pense que c'est un truc important de savoir faire ça. Il y a le côté créa de contenu. Aujourd'hui, il faut aussi marquer les esprits. Ce que tu dis, c'est les gens vont peut-être au bout de mes vidéos. Parce qu'en fait, j'arrive à allier création de valeur, en tout cas j'essaie de le faire, j'essaie toujours d'être authentique, d'être pragmatique dans les conseils que j'apporte, je sais pas de bullshit les gens, et après j'essaie de faire des conneries pour que on voit qu'aujourd'hui ce qui marche bien en tout cas sur les réseaux, en tout cas c'est ma vision depuis 2 ans, c'est aussi le côté divertissant. Donc il faut réussir à jongler entre divertissement, valeur, pour que les gens t'arrivent à les capter, mais surtout à les garder. Parce que si tu fais juste des tutos classiques où t'expliques ce que c'est que la vente, comme on voit beaucoup, en fait, tu fais chier tout le monde. Et si de l'autre côté, tu fais que l'idiot, ben en fait, t'es catégorisé comme un clown, donc t'es pas sérieux. Donc, on te regarde un peu en détente, mais on te prend pas au sérieux à ta juste valeur. Et comment tu as appris alors tout ça? Parce que là, on a parlé justement de la galère justement dans la rue, à vendre des contrats que personne ne voulait au début, et après, tu as fini par performer. Comment, ensuite, c'est quoi ton parcours? Tu as eu des difficultés après pour rebondir? Ben, une fois que je fais ça, ce taf-là, je le garde pendant presque 7-8 mois, le temps de reprendre justement des études, histoire de me dire, bon, j'ai quand même un bac+3 pour faire plaisir à maman.
et peut-être demain pour me sauver de je ne sais quoi. Je m'arrête au bout de 3 ans et après je monte une boîte tout de suite. En fait, je fais pas de master, moi ça me saoule les cours. C'est pas que je suis mauvais, mais c'est que je trouve pas d'intérêt. Donc je me dis, je vais me lancer, je vais créer ma propre entreprise. Là, c'est un peu forcément une galère. Tu as 22 ans, tu t'associes avec un pote de promo, tu as une idée. Nous, on monte un car wash itinérant écologique. On va en Suisse, donc en gros, on va laver les bagnoles sur les sièges des entreprises ou chez les particuliers. On le fait avec 1,5 litre d'eau. Pourquoi ça ? Parce que un pote de mon père un jour me dit que quelqu'un fait ça. Je me dis, tiens, ça peut être de l'argent facile. Faut pas justement être sorti de Saint-Cyr pour savoir laver des caisses. Après, donc on lance ce truc, mais l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus dur que prévu. Forcément, tu sais pas par où prendre le bout. L'association, elle est bancale. Il y a rien qui va, en fait, au début. Il y a rien qui va, on a du mal. Moi, je broie du noir pendant 3 mois. Je vis chez mon pote, qui est malheureusement, eux, de la famille, dans une situation en plus en plein divorce. Moi, je suis à la cave. Dans leur garage, ils acceptent du coup de me laisser là, mais c'est dur quoi. Je suis loin de chez moi, loin de tout, une boîte qui marche pas, un truc qui bat de l'aile. Donc faut trouver l'énergie quoi. Faut trouver l'énergie. Donc après je me donne une deadline, je me dis c'est 6 mois et si au bout de 6 mois il se passe rien, stop en fait. J'arrête de tenir cette corde en fait qui est en train de me broyer la main et j'accepte de la lâcher pour passer à autre chose. Donc ça a été une première grosse expérience. Bon, pendant ce temps on signe des beaux deals, hein. On signe du Tesla, Mercedes, Volkswagen. Donc, le fait d'avoir fait ce taf-là dans la rue me permet aussi de ne pas avoir peur et de me dire j'ai la légitimité pour aussi vendre mon business auprès de grands noms. Donc, c'est les premiers pas un peu. Et après, du coup, je rentre à Paris. Je bosse dans une boîte d'aide à domicile pour personnes âgées. Donc, je reviens en me disant, maintenant que j'ai plus ma boîte, il faut que je redevienne salarié, ce qui est dur. Donc, autant que je trouve une boîte où j'ai du sens en fait, je sais pourquoi je me lève le matin et donc il faut que je trouve quelque chose de fort et je tombe sur une boîte qui s'appelle WeHelp qui vient de se créer. WeHelp, c'est une structure d'aide à domicile pour personnes âgées, donc qui permet aux personnes en perte d'autonomie de rester chez eux le plus longtemps possible dans les meilleures conditions et créée par 2 gars du BCG et un mec de Centrale, donc des gars brillantissimes, très structurés, très process. Et j'ai la chance d'arriver en premier commercial en fait, ils me donnent ma chance, moi je suis le premier bizdev. Ils voient le potentiel en moi parce que j'ai su me démerder avec mon business avant. Donc, on me file les clés. J'arrive en tant que premier sales. Et puis, en fait, je grossis avec la boîte puisque les mecs sont brillants au-dessus, processent tout. On passe de 10 à 150 en 3 ans. On ouvre toutes les plus grosses villes de France. Donc, moi, en plus, en tant que premier sales, en fait, je suis mis sur ces sujets d'expansion nationale. On me donne beaucoup de rênes, etc. Donc, j'apprends très, très vite. J'ai 24 ans à l'époque. Et jusqu'à me donner les rênes du coup du pôle commercial où je gère 15 personnes. Donc là, tu es responsable commercial à ce moment-là. Exactement. Il y a 15 personnes du coup en transverse sur la France, sur le plus gros canal d'acquisition qui est le canal prescripteur. Donc on va chercher des professionnels de santé, des professionnels médico-sociaux. Et donc moi, je commence à goûter à la formation à ce moment-là. On me donne aussi les rênes de l'académie, puisqu'on a beaucoup d'arrivées. Il faut former les gens. Et là, du coup, je me retrouve un peu sur ce truc de je monte sur scène. J'ai 10 personnes par mois où je dois former sur moi ma verticale. Et je me marre. Les gens se marrent, je suis toujours à chaque fois l'intervention la plus appréciée de l'académie. Et donc, c'est là où je prends goût un peu à la formation en interne. Je gère 15 personnes. Et après, je me fais chasser par une boîte, donc après le Covid, qui s'appelle Sunday, qui est créée par le groupe Big Mama, qui est une grosse fintech, donc une solution de paiement à table, sortie de Covid, qui lève beaucoup d'argent. On lève 125 millions de dollars en l'espace de 6 mois. On passe de 30 à 450 en 1 an. Moi, je suis de nouveau l'un des premiers CS de la boîte, donc bis repetita, je suis déjà avec des mecs brillantissimes et on me donne les clés très vite et du pôle grand compte et après pour l'animation de commerciaux en interne. Donc je garde aussi ce lien un peu de formation. C'est là où je commence toujours à tâtonner en interne. Et puis j'étais le mec qui était visible sur LinkedIn déjà à l'époque parce que j'avais eu un podcast, donc c'est pour ça que la tasse m'a fait rire. En 2020, je crée aussi un podcast à côté de mon job qui s'appelle Phoenix, l'échec mention très bien. Oui. Et donc, c'est là où je commence à être visible sur les réseaux, parce que je me dis, maintenant, je vais sortir un épisode toutes les 2 semaines, et il faut que je sois visible. Donc, je commence à toucher à LinkedIn à ce moment-là, 2020. Et c'est cette régularité qui m'a amené à être plus présent, à poster tout le temps, quoi qu'il arrive, à être discipliné, à être invité sur des podcasts. Donc, au lieu de faire un post par semaine, t'en fais 2. Et puis après, on t'identifie sur une verticale. Et quand je suis arrivé chez Sunday, j'avais la lumière de cette boîte créée par les fondateurs de Big Mama. Big Mama, c'est une success story incroyable dans la restauration en France. Et moi, je suis le seul connard qui poste toutes les semaines sur LinkedIn plusieurs fois. Donc en fait, moi, je profite de la lumière de Sunday. On dit, mais attends, mais il est pas con, lui. Il sort d'où, ce petit père-là ? C'est marrant, on l'avait jamais vu. Et je commence à avoir une autre
légitimité aux yeux des gens sur mon secteur du sales, de la vente. Et puis, jusqu'à ce que des boîtes, des grands groupes me disent « Mais tiens, mais t'es pas con, toi, sur les podcasts j'ai besoin de quelqu'un qui vient un peu motiver mes gars. Ça te dit de venir ?» Et moi, fake it until you make it, je me dis oui, bien sûr, je sais faire. Je n'avais jamais fait ça. Moi, j'avais juste fait ça en interne, tu vois. Donc, je me dis, vas-y, je vais chier 3 slides sur un PowerPoint et puis on va y aller avec un peu de bagou et juste beaucoup de passion et d'envie. Et puis, première réaction, trop stylé, les gens redemandent, ils me rappellent pour une autre session, encore une autre session. Du coup, je poste sur les réseaux. Du coup, j'ai d'autres boîtes qui m'appellent. Attends, mais nous aussi, on veut que tu viennes. Et donc, moi, je suis encore en CDI chez Sunday en tant que responsable grand compte. Et à côté, j'ai une micro-entreprise où, une fois de temps en temps, je vais faire un petit coaching toutes les 2 semaines dans une boîte, jusqu'au bout de 3 mois, où là, je fais « Putain, mais en fait, ça marche. Casse les couilles les QR codes, là, fintech, machin. En fait, c'était trop bien quand je suis arrivé, mais là, en fait, j'ai l'impression d'avoir un truc entre les mains qui est génial, où je prends beaucoup plus de plaisir. Et c'est comme ça que le coaching est venu, en fait. Mais est-ce que, parce que tu étais d'abord entrepreneur, est-ce que ça te manquait pendant ton salariat ou... Ouais. Je pense, en fait, j'ai toujours eu ce côté-là. C'est pour ça qu'en fait, je pense que j'ai monté un podcast à un moment donné. Parce qu'il me fallait un projet à côté, que juste mon taf me suffisait pas. Et je me suis d'ailleurs toujours considéré, c'est une très bonne question, je me suis toujours considéré comme un intrapreneur. Quand j'étais dans les boîtes, là, justement, que ce soit WeHelp ou Sunday. Et je trouve d'ailleurs, c'est comme ça que c'est ma vision, c'est comme ça que les commerciaux devraient penser, à mon avis, quand ils sont en entreprise, c'est tu es responsable de ton propre pôle, t'as du business à faire rentrer, t'es un entrepreneur dans la boîte en réalité. Et moi, je me suis toujours considéré comme ça, puisque les boîtes que j'ai choisies, je les ai choisies du plus profond de mon cœur. Je suis jamais allé dans un projet par défaut. C'est-à-dire que j'ai pas envoyé des candidatures en me disant « Inch'Allah, j'espère que quelqu'un va me répondre et que je prendrai le premier truc parce qu'il faut que je mange ». J'ai toujours eu cette chance de choisir vraiment les boîtes où j'allais. Mais on parle souvent de ce qui est un mauvais commercial, mais jamais de ce qui est un bon commercial. C'est quoi ta définition, toi, d'un bon commercial ? Je disais tout à l'heure, c'est avant tout, je pense, quelqu'un qui est capable de s'adapter, donc un caméléon. Ça, pour moi, c'est la plus grande compétence à avoir, je pense. L'écoute, on en parle beaucoup. C'est sûr qu'un commercial, il est censé écouter 2 fois plus qu'il parle. Les moi je, si je te coupe la parole, si j'écoute pas ce que tu dis, en réalité, je vais rien vendre du tout. Donc, quelqu'un qui est capable d'écouter, quelqu'un qui fait preuve de pragmatisme, qui en fait pas trop. C'est-à-dire qu'il faut savoir être juste. C'est comme quand on fait du piano, n'importe quoi, il faut savoir bien jouer les notes. C'est la même chose en réalité. C'est quelqu'un qui doit être aussi avant tout organisé. C'est avant tout de la priorisation et de l'organisation aussi, la vente. Comme dans l'entrepreneuriat, finalement, c'est pour ça que je dis que c'est 2 fois la même chose. Ou comme dans le sport. Moi, le sport que j'ai fait à l'époque m'a beaucoup aidé à avoir cette rigueur que j'ai maintenue quoi qu'il arrive. Tu peux nous parler un petit peu plus de l'organisation ? Quoi, c'est important ? C'est je dis ça avant ça ou gérer ton temps ? C'est data semaine, en fait. C'est du coup la gestion de ton temps. Parce que quand on te dit « va faire du business », voilà, nous, notre cible, c'est ça. Par quoi tu commences ? Comment tu priorises du coup les relances, des rendez-vous, des temps de prospection pour remplir tout le temps ton pipe. En fait, tu dois toujours avoir un pipeline. Donc, pipeline, c'est le nombre de personnes que tu as à prospecter, à signer. Il doit tout le temps être plein, en fait. Tu dois jamais t'arrêter. C'est ce que je dis toujours, la vente et la prospection, c'est une autoroute sans sortie. Tu dois jamais t'arrêter. Donc, il faut être hyper structuré parce que sinon, tu peux t'éparpiller, tu peux faire des trucs qui n'ont aucune valeur. Et c'est ce que font d'ailleurs la plupart des commerciaux. Ils gèrent extrêmement mal leur temps. Parce qu'ils sont happés par soit des tâches un peu admin, parce que parfois aussi faire de la prospection c'est plus dur psychologiquement, donc on préfère se dire que bon c'est pas grave, je vais envoyer des mails ou tiens je vais travailler cette propale, et en fait on met des choses sous le tapis. Donc savoir prioriser ses actions, c'est la base pour les bons commerciaux. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple déjà d'être commercial et d'entamer une démarche commerciale, surtout quand on est entrepreneur et qu'on va vers l'entrepreneuriat et qu'on doit tout faire, parce qu'on est couteau suisse, et que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout la fibre commerciale et qui sont obligés comme tu dis, de processer ou en tout cas de s'organiser. Mais est-ce que tu peux justement nous parler plus des gens justement qui ont 25, 30 ans de bouteille et qui justement n'ont pas forcément évolué, tu sais, avec justement la période dans laquelle ils sont, et on a souvent, on a évidemment en tête, tu sais, le Jean-Claude Duss, du Loul Wall Street, et puis j'en passe, qui sont complètement opposés, mais finalement qui mettent aussi l'accent sur justement des stéréotypes qu'on voit dans les films, à la télé, qui sont pas forcément représentatifs, mais comment justement se remettre en question quand tu es commercial depuis longtemps ?
C'est une sacrée bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse en réalité parce que c'est à chacun de travailler sur son ego et sur son intention. Qu'est-ce que je fous là? Je pense que c'est beaucoup plus dur parce que j'en coach aussi, je le vois et donc je les aborde totalement différemment. Les personnes qui ont plus de 55 ans, qui sont forcément plus sur la fin de carrière que le début, donc c'est plus dur de changer les habitudes. Et c'est normal, je pense aussi, d'arriver à cet âge-là et d'être dans un confort et de pas avoir envie d'être emmerdé. Donc, il y a un entre-deux. Je pense que sur des profils comme ça, c'est compliqué. Il y en a certains qui sortent du lot, qui ont encore une fois hyper envie, qui ont envie de tester des nouvelles choses, de comprendre les nouveaux outils, et d'autres qui vont être là en disant « Moi, c'est bon, j'ai fait mon temps, j'ai mon réseau, m'emmerde pas à faire des appels, m'emmerde pas à faire tes trucs. » Et c'est OK, parce qu'en fait, je peux pas changer quelqu'un qui a pas envie. Donc, je pense que tout ça revient encore une fois à cette notion d'intention. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu es dans cette boîte? Et qu'est-ce que tu fous là? Revenir à je veux pas stéréotyper ce fameux why. Moi, j'adore Simon Sinek, mais ouais, pourquoi t'es là, quoi? Est-ce que t'attends parce que tu sais qu'il te reste plus beaucoup de temps et donc tu t'en fous? J'ai pas de réponse, du coup. Moi, je vais plutôt te demander de donner un conseil à des entrepreneurs. Okay, on sait qu'une boîte qui ne vend pas va mourir. La personne, elle est douée dans ce qu'elle fait, elle a créé un process qui fonctionne, mais elle n'arrive pas à faire entrer des clients. Parce que peut-être qu'elle est introvertie, elle est un peu timide, peu importe la raison. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 choses que tu conseillerais à cette personne de faire pour déclencher des ventes ou augmenter ses ventes tout simplement? Là, comme ça, non, parce que je sais pas d'où vient le problème. En réalité, le fait d'être introverti, c'est pas un souci. Je connais des gens introvertis qui sont extrêmement bons, que ce soit en chasse ou que ce soit du coup en vente, parce que du coup, d'ailleurs, les personnes introverties écoutent davantage qu'elles ne parlent. Donc, on parlait de cette compétence de tout à l'heure. Donc, non, il faudrait voir. C'est juste que les gens, je pense, manquent cruellement de structure. Moi, je vois du coup des indépendants qui sont brillantissimes dans leur champ de compétences, qui doivent, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, vendre, parce qu'en fait, ils sont seuls et ils doivent tout faire. Ce qui manque, c'est de cadre, c'est de structure, c'est que les rendez-vous démarrent un peu n'importe comment, les offres sont pas bien faites du coup en amont, les questions sont pas assez poussées, on reste souvent en surface, ils ont déjà hâte de proposer leur service sans vraiment comprendre les fondements du besoin, de pourquoi les gens du coup pourraient bosser avec eux. Et si on va un peu sur la fin du process, c'est surtout ont du mal à traiter des objections. Une objection de c'est trop cher, ce qui revient du coup souvent, parce que c'est souvent une question de prix. Donc si c'est le prix, ça veut dire que la valeur n'a pas été bien perçue, donc pas bien expliquée en amont, donc la découverte pas bien faite. Et à la fin, on a du mal aussi forcément à traiter ce genre de sujet, d'objection. Donc je dirais que ça dépend de plein de choses. Ouais, et puis dans ce que tu es en train de dire, je pense que c'est beaucoup de travail à faire en amont, du coup, que les gens ne sont pas toujours prêts à faire. Quand tu parles d'organisation, c'est vraiment les questions... Et de structure pendant aussi, c'est ça. Il y a un travail de préparation, je suis d'accord, où c'est souvent un peu freestyle, mais parce qu'on est aussi un peu pris dans notre quotidien avec plein de tâches. Mais oui, il y a un travail de préparation en amont qui est peut-être un peu bâclé. Puis je pense que les gens aujourd'hui doivent se faire accompagner. Tu vois, c'est important, en fait. Moi, j'ai fait mes armes dans des entreprises en ayant cette compétence commerciale. Ceux qui sont à leur compte aujourd'hui doivent pas lésiner sur les moyens de formation, si en tout cas leur souhait c'est de rester seul et de vendre et de pouvoir le faire. Donc se faire accompagner, je pense que c'est important. Ouais. Et pour revenir sur ton why, justement, sur ta vision, la tienne, c'est quoi qui te motive aujourd'hui? En tout cas, on sent bien que tu aimes ce que tu fais et que tu aimes accompagner les gens et les aider. Ça, c'est une certitude. Après, c'est vrai que tu l'as peut-être déjà dit ailleurs, mais est-ce que tu peux nous parler justement de cette vision que tu as, toi, de ce pourquoi tu fais ça? Je pense que ça évolue aussi avec le temps. Ça évolue en fonction de la maturité de ton business et puis de où tu te situes à un moment donné dans ta vie. Je pense que ça fait que évoluer depuis maintenant 2-3 ans où c'est allé très très vite. Là, moi en tant qu'entrepreneur, ça fait bientôt 2 ans que je suis 100% à mon compte. C'est allé très vite. Je gagne extrêmement bien ma vie, donc je vais pas dire que c'est pour l'argent que je le fais, parce que l'argent c'est une conséquence. C'est hyper important d'en avoir. Et du coup aujourd'hui j'ai un peu coché cette case, donc j'ai l'impression que tout est beaucoup plus simple en réalité autour. Et donc oui, tu peux te recentrer vachement plus sur quelle est ma mission aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire.
Moi, j'ai envie de kiffer parce qu'on me pose souvent la question, mais attends, comment tu vas scaler demain? C'est quoi la suite? Moi, j'ai pas envie de scaler, en fait. J'ai pas envie d'être une agence. J'ai pas envie d'être coach de coach. J'adore les clients chez qui je vais. J'aime cette notion de transmission de connaissances et d'aider les gens de partir d'un point A à un point B et d'avoir des résultats. Donc moi, ça, je kiffe. Je kiffe transmettre, je kiffe la scène. Donc en fait, j'ai toujours aussi l'impression d'aller un peu sur scène quand je vais chez le client. Donc en fait, moi, j'ai un plaisir infini à bosser. Donc ma mission, c'est d'aider les gens, encore une fois, à justement prendre du plaisir dans leur taf et avoir des résultats, d'arriver à combiner les deux. Ma mission aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'avoir plus de temps pour moi et ma vie perso, justement aussi, parce que oui, ça fait 12 piges maintenant que je suis dans la vente et où je vais dire j'ai fait beaucoup de sacrifices, mais parce qu'il en faut. Et du coup, maintenant que j'arrive à un niveau avec un certain train de vie où c'est plus cool, ça fait 1 an que gentiment, j'essaie là plutôt de rétrograder plus que de vouloir à tout prix accélérer. Parce que je suis allé très très vite et maintenant, c'est plutôt comment je stabilise. Ma réflexion, c'est plus est-ce que je veux faire encore plus d'argent? Plus du tout. C'est plutôt comment je maintiens ça, voire comment éventuellement mais je gagne un peu moins, mais pour bosser beaucoup moins. Ouais, on parle souvent d'ailleurs de vendre son temps ou vendre son expertise. Oui. Tu penses quoi de ça? Moi, dans un business de service et de formation, forcément, mon temps est corrélé, l'argent est corrélé au temps. Oui, mais donc pour autant, ton prix équivaut vraiment au prix à l'heure? Ou est-ce que c'est un package global? Non, j'essaie plutôt de faire un package. Tu peux toujours le redéfinir à l'heure en réalité, ou au TJM. Moi, j'essaie de décorréler ça aussi justement. Donc, c'est plutôt des modules que je vends pour un certain nombre de personnes à un prix fixe pour le coup. Donc, c'est packagé. Après, ma mission là, ce que je suis en train aussi d'essayer de faire, et ça va dans la continuité de travailler moins pour gagner à peu près pareil, voire gagner moins, ou peut-être gagner plus, on verra, c'est de décorréler mon temps de ce que je gagne. Donc là, il y a aussi une volonté à passer sur d'autres leviers, avoir d'autres rentrées d'argent. Est-ce que c'est un peu de formation en ligne? Parce que enfin, je commence à considérer la chose et à enfin peut-être vouloir y venir. Parce que pour moi, la formation en ligne, c'est pas un truc dans lequel je crois. J'en ai jamais suivi. 86%, je crois, même plus, ne terminent pas une formation en ligne qu'ils achètent. Ouais. Il y a eu beaucoup d'arnaques dans le milieu infoprenariat. Il y a des très bonnes personnes que je connais qui font un taf fabuleux et d'autres qui font de la merde en barre et qui, du coup, malheureusement, ternissent l'image de la formation. On voit le côté, on en parle comme ça, on dit influ-voleur, influenceur, infopreneur. C'est vrai. Les gens partent à Dubaï, ils font beaucoup d'argent sur de l'air, sur de l'IA pourri. Ils vendent du rêve. Maintenant, il y a une nouvelle tendance qui s'opère, c'est justement de plus faire de formation, mais plus, ils appellent ça plus de l'accompagnement. Ouais. Il y a beaucoup de trucs mastermind, il y a beaucoup de choses comme ça aussi. Bon, peu importe le nom, de toute façon. Le but du jeu, c'est vrai que, comme tu dis, c'est dommage quand les gens ils achètent une formation. Bon, après, c'est tant pis pour eux, mais ils regardent pas ou ils vont pas jusqu'au bout, ou même ils passent pas à l'action. Il y a des gens, d'ailleurs, on en a rencontré à une conférence, bon, je tairai le nom, mais où nos voisins à côté, nous, on était là un peu en observateur un jour, et tu t'adresses à ta voisine de gauche et tu dis mais t'es là depuis combien de temps? Ça fait tu fais cette formation depuis combien de temps? Moi, ça fait 4 fois que je viens. En sachant que la formation, en tout cas cette journée là, c'était sur 3 jours. Je crois que ça coûtait 5 000 € minimum le ticket, c'est ça? Ouais. Après, il y avait plus. Mais du coup, là, tu te dis, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Tous les ans, cette personne vient pour faire son show, sur 3 jours, mindset, etc. Mais si tu mets pas ça en action, tu peux revenir 4 fois, mais finalement... totalement. Mais c'est drôle parce que justement, moi, je pense que ce qui garde les gens, ce qui fait que les gens reviennent, c'est le côté show, mais aussi le côté humain. Donc, les formations en ligne qui ne sont faites que de vidéos, ce sont celles qui réussissent le moins. Mais quand tu as un mélange, un petit peu de vidéo, un peu d'humain, ou beaucoup d'humain, un peu de vidéo, ça marche plutôt très bien. Et c'est un petit peu ce que toi, tu fais. J'essaye, en tout cas, là, je suis en train de réfléchir au format. Je vais essayer, en tout cas, de prendre le truc un peu à contre-courant, dans le sens où je trouve que beaucoup de gens aussi vendent des formations et essaient de justifier leur prix par beaucoup d'heures. Moi, au contraire, je vais prendre le contre-pied. Ma formation, elle fera pas plus de 3 heures, mais ça va être que des infos pragmatiques pour monter en compétence sur le sujet. Donc, je veux que les gens, justement, je veux que 100% des gens qui paieront ma formation demain la terminent. Parce que 3 heures, ça se fait avec des formats courts, comme tu dis, vidéo. Et donc, je vais essayer du coup de faire ça pour demain aussi aller plus sur un format hybride
Donc, pas que de la formation en ligne, plus que de la formation physique, parce qu'en fait, j'arrive pas à me dédoubler. J'ai 1 ou 2 relais de croissance avec moi qui me permettent parfois de donner un peu de business, mais j'ai beaucoup de demandes, donc il y a un problème de riche et je suis hyper content aujourd'hui. Mais donc, je me dis peut-être que je peux gagner un peu de temps là-dessus sur un format hybride où je vais venir chez eux, mais en amont, on gagne énormément de temps sur la théorie au travers de la formation en ligne. Ouais, c'est un peu le bas qui blesse. Et souvent, on entend aussi les élèves qui sortent d'école de commerce ne pas savoir vendre. Ouais. C'est vrai qu'on se dit quand même qu'il y a un vrai problème. Et est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un vrai problème aussi de formation de base ? Complet, 100%, Nico. Je pense que les écoles de commerce aujourd'hui, je l'avais déjà dit, je pense, sur notre podcast, je leur dis, mais c'est elles qui font du commerce. C'est-à-dire que vraiment le mot est bien choisi. C'est que tu payes une blinde, je ne citerai pas plus de noms, parce qu'ils sont tous les mêmes, avec des années à 10, 12, 15 000 euros. Oui, alors tu te sors de là, tu te crées un réseau. Moi, quand j'ai payé mon école à l'époque, alors c'était, je crois, 8 000 balles, j'ai compris. Alors le prix de ça a été de comprendre qu'il fallait que je me sorte les doigts tout seul. Donc j'ai payé cher pour comprendre qu'en fait, je pouvais rien attendre d'eux et que ça allait pas m'aider plus que ça. Donc il fallait que je me débrouille. Mais les écoles de commerce, oui, forment pas bien parce que, alors je pense que, encore une fois, ça n'engage que moi. Les profs qui vont là-bas, parce que moi, on m'a proposé parfois des écoles de venir. Ouais. C'est dérisoire en fait le prix d'un prof à l'heure, et donc je vais être horrible là-dessus dans ce que je vais dire. Il y a deux choses. Soit c'est des gens qui ont une vocation, mais je vais pas dire que j'ai pas de vocation à transmettre, mais donc on va dire que c'est des gens qui ont une vocation et qui sont prêts à être payés 80 € de l'heure, sans compter après ce que tu fais comme charge de travail en dehors, etc. Soit, c'est triste ce que je vais dire, c'est le fond du panier en fait. Parce que quand tu es blindé et que tu es très bon, tu peux pas accepter d'être payé 80 € de l'heure, genre je sais pas combien de fois par semaine, tu fais 3 sessions dans la semaine. Ça marche pas, ou alors c'est un petit à côté que tu veux te faire, un petit complément. Donc en fait, on va pas chercher les meilleurs profs, ou en tout cas, on les paye pas bien. Moi qui étais un petit peu en Suisse, les profs en Suisse, à l'université, c'est payé une blinde. Et c'est hyper important. Et ils sont hyper respectés, et la valeur qu'on te transmet, même pour eux, avant dès le primaire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous enseigne nous. Donc les écoles de commerce, elles apprennent que dalle. On fait des cours qui servent à rien derrière. Ce matin, donc j'étais dans une autre radio et un petit gars en alternance qui est super gentil, syriaque, parlait du coup de son alternance. Il apprend beaucoup plus du coup aujourd'hui quand il est en cours, quand il n'est pas en cours, quand il est en entreprise, que quand il est en cours. Il n'apprend rien de concret à appliquer dans son quotidien. Pourtant, il fait de la vente. On lui apprend pas à décrocher un téléphone, on lui apprend pas à segmenter des bases, on lui apprend pas à faire du multicanal, on lui apprend pas à définir un ICP, un buyer persona. On leur apprend rien. Ils font de la compta, ils font du management. Mais tu te prends pour qui ? Tu fais du management, t'as 22 ans, t'as jamais bossé de ta vie. Les mecs, ils sortent de là, ils font du conseil en management. Mais ta gueule. Et surtout, management, voilà, c'est très, très théorique et à rien. Et je suis tout à fait d'accord parce que moi, je travaille avec beaucoup d'alternants. Je trouve que c'est plus en entreprise que je les forme qu'à l'école, quoi. Non, mais il y a deux mondes différents. Il y a un fossé entier entre la formation théorique et le monde pratique de la réalité du terrain. Et ça, souvent, c'est vrai que les élèves, en tout cas les élèves qu'on peut voir, même moi de mon côté, c'est souvent ce que je vois, mais c'est pas dû à eux, hein, c'est le modèle. Les écoles ne mettent pas les moyens, tu vois. Genre, il y a un truc pareil, je dirais pas le nom de l'école parce qu'on m'a contacté, je peux pas, je l'ai redonné du coup à quelqu'un d'autre. J'apprends que là, tu vois, la négociation, c'est compliqué pour faire intervenir la personne, pour venir coacher les équipes qui, elles, derrière, vont faire rentrer des gars avec un panier moyen à 40 000 €. C'est-à-dire qu'une vente, ça représente 40 000 balles. C'est même pas le prix de ce que va facturer le coach et ils sont là. Ah ouais, mais c'est compliqué. En fait, ils ont aucune vision héroïste. Ils pensent qu'il y a une chose, c'est engranger de l'oseille parce qu'en fait, ils savent que dans tous les cas, il y a un flux continu et qu'on nous a éduqués comme ça et que c'est un peu en train de changer. Mais quand même, les parents te diront, il faut que tu ailles faire des études. C'est rassurant. On nous a bassiné avec ça depuis toujours. Et il fallait qu'on ait un bac plus 5, un bac plus 5. Aujourd'hui, c'est triste à dire. Un bac plus 5, ça vaut 0. Parce qu'à l'époque, tout le monde ne pouvait pas faire de bac plus 5. Aujourd'hui, tout le monde sort avec un master. Et à la fin, les gars, ils ne trouvent pas beaucoup plus de boulot, forcément. Ouais, écoute, moi, j'ai fait une école de cinéma. Pareil, 7 500 € l'année, une école de Paris. Il y a un prof qui avait dit un truc intelligent. Tous pareils, hein, c'est des profs qui étaient externalisés. Et lui, il a dit un truc intelligent. On était 40 dans la pièce. Il a dit, écoutez les gars, là,
rêvez pas. C'est pas les plus doués qui vont réussir. C'est ceux qui vont rester. Ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire que finalement, en gros, persévérer, mais finalement, l'école, bon, c'est pas avec ça que vous allez réussir à avoir du taf. C'est une case que tu coches. Après, moi, j'ai eu des profs, attention, hein, j'ai eu des profs que j'adore, que j'estime énormément, que j'aimerais d'ailleurs vraiment revoir à plusieurs moments dans ma vie. Donc, c'est aussi une chance. Et c'est un peu la vision que j'ai aujourd'hui. Quand je coach, je me dis, j'ai envie d'être le prof que j'aurais aimé avoir, en tout cas que j'ai eu par moment. Ouais. Savoir quelqu'un qui est cool, qui écoute vraiment, qui considère. Et en fait, il y a plein de fois aussi où on n'est pas considéré. Donc en fait, on est plus dans une sorte de confrontation aussi avec le système éducatif et scolaire que dans une sorte de partenariat où viens, je te prends par la main et je vais t'aider à réussir demain, quoi. C'est ça, c'est que même dans la structure, le nombre d'élèves qu'il y a par enseignant, c'est compliqué, il ne peut pas vraiment transmettre. Et puis, il y a une partie de transmission qui est assez personnelle, qui est un peu compliquée à mettre en place. Et puis, bon, le système français, par rapport au système américain, par exemple, on t'enseigne plein de choses, alors que toi, tu voulais qu'une seule chose, tu vois. Et on t'impose le tout. C'est ça. Ouais. Donc, plus la personne fait quelque chose qui l'intéresse, plus sa vision est claire, plus elle est impliquée, plus elle a de résultats. 100%. Et ce n'est pas forcément le cas. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais à tous ces étudiants qui ont 22 ans, qui sont comme toi à l'époque? Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil pour qu'ils ne se retrouvent pas avec un master, une dette et rien d'autre? Je sais pas si j'ai le bon message là-dessus, parce que je pense qu'il faut pas non plus faire des généralités. Ce que j'allais dire, moi, mon conseil pour ceux qui sont prêts, c'est t'apprendras plus à essayer de monter un business seul, parce qu'aujourd'hui, ça coûte rien de monter un business en France, une micro-entreprise ou autre, à essayer de faire un peu ton trou, parce que c'est dans cette décennie-là, les 20-30 ans, que tu peux tout tester, tout te permettre, te casser la gueule, ne pas y arriver, parce qu'au pire des cas, tu peux encore, pas pour tous, mais pour la plupart, être encore chez papa, maman, pas avoir du coup trop de frais, pas forcément avoir de loyer. Ceux qui peuvent pas se permettre, bah oui, on sait que c'est toujours forcément un peu l'argent qui va malheureusement faire des choix cornéliens et pas toujours peut-être les bons, pas ceux forcément du cœur. Mais je dirais qu'il faut s'écouter. Il y en a qui sont pas faits non plus pour l'entrepreneuriat. Donc quand je dis faut pas généraliser, c'est que je dis pas à tous les jeunes de France à 22 ans, quittez l'école et allez-y, montez votre boîte. Je pourrais pas faire cet amalgame-là. Mais il faut en tout cas, je pense, juste savoir ce que tu fous dans cette école. Moi, je sais qu'à l'époque, les seules 3 années que j'ai fait de ma vie, du coup, en école de supérieure, c'était quand donc, je suis sorti de cette fameuse expérience de vente d'ONG, où j'étais paumé, où j'avais eu déjà ce truc d'HEC, où j'ai dit, OK, c'est mort, maintenant, si je fais des études, c'est dans un domaine que j'affectionne. Donc moi, c'était le sport, j'ai fait une école en sport business, et j'ai choisi cette école réellement. J'avais aussi beaucoup plus de confiance de par le taf que j'avais fait donc dans la rue, là. J'ai été major de promo, ça m'était jamais arrivé. Pendant 3 ans, j'ai été meilleur de la promo à chaque fois, mais parce que je savais ce que je foutais là. Et donc, je venais avec une vraie intention. Je pense que ce que je conseille à tous les jeunes, c'est de se poser encore une fois cette question de pourquoi je viens là-dedans. Est-ce que c'est par défaut? Est-ce que c'est papa-maman qui m'oblige? C'est quoi le projet que j'ai derrière, sachant que le projet va évoluer? Moi, le conseil que j'ai, c'est justement tester tout. Ouais. Ce de quoi j'étais partisan, moi, à l'époque, c'est cette technique de l'entonnoir. J'ai aucune idée de ce que je veux faire réellement, mais je vais démultiplier les expériences pour savoir ce que je veux pas faire. Parce que si au compte-gouttes, je me dis « ça, je veux pas, ça, je veux pas ». Ah, ça, dans le marketing, j'aime bien. J'aime bien ça, mais par contre, j'aime pas parce que j'ai pas assez de contact humain. Ah, je vais tester la vente. Ah, mais par contre, la vente, j'aime pas pour la prospection. Je vais peut-être plutôt aimer l'après-vente pour entretien des clients. Ou moi, j'ai plutôt aimé le côté événementiel. Et il faut tester, en fait. Il faut tester lors de ces premières années et se dire « ok, en fait, qu'est-ce qui m'anime le plus et où est-ce qu'il faudrait que je tente un peu plus et rester un peu plus longtemps aussi ?» C'est ce que tu dis, c'est que c'est parce que tu as eu cette première expérience professionnelle que tu as su ce que tu étais et ce que tu aimais. Et moi, pareil, c'est parce que j'ai commencé à donner des cours que j'ai vu que j'avais la capacité de transmettre quelque chose à quelqu'un et puis de fil en aiguille, ça dirige. Donc, c'est vrai que le fait d'oser, de saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous, ça nous aide. Surtout plus tu es jeune, moins de grosses conséquences ça aura. Totalement. Quoi. C'est ce que je me suis dit en montant ma boîte. Mais toi, tu t'es inspiré justement par rapport à ce que tu fais, mais c'est quoi, toi, tes inspirations? Est-ce que tu en as? En termes de personnes, ça peut être de personnes, en termes de contenu, de ce que tu peux voir, lire, ça peut être plein de choses. Alors moi, je sais pas lire et d'accord. C'est bête. Non, donc quoi, dommage. Moi, c'est beaucoup le cinéma qui m'a. Il a écrit un livre, mais il sait pas lire. Exactement, c'est ça. C'est possible. C'est incroyable. C'est possible. Tout est possible. Sky is the limit. Non, j'ai eu beaucoup d'inspiration cinématographique.
Comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'humoristes. Moi, j'étais fan quand j'étais gosse de Louis de Funès. Dès petit, je regardais presque plus déjà de dessins animés. J'étais déjà dans les films un peu adultes, mais drôles. Donc, beaucoup de Louis de Funès, Qui est beaucoup pourtant de pas de Jim ta Carrey. génération. Pas du tout. Ma mère m'a mis devant Rabbi Jacob. C'est mon film préféré. Ouais. Il Il y est a pas mal, tellement moi de aussi, j'aime messages bien. forts dedans que j'ai Ouais. compris des années après. Alors, quand j'étais petit, je rigolais juste de ce qui se passait. Mais Louis de Funès, Robin Williams, Jim Carrey, c'est un peu mes 3 gros acteurs donc, qui font tu vois, un peu ce côté théâtral un peu fou surjoué. que j'ai. Ouais, exactement. Qui me font beaucoup marrer. Après, dans le business, il y a eu beaucoup, il y a 10 ans, Gary Vaynerchuk, Simon Sinek, que j'ai cité du coup tout à l'heure, Tony Robbins, que j'ai aussi beaucoup apprécié. Des gars, je trouve, qui sont plutôt sains, en fait. Je trouve en termes de messages, de discours, très bienveillants, et qui ont pourtant aussi une vraie approche business. Gary Vaynerchuk, lui, est beaucoup plus cash, beaucoup plus frontal, donc je me suis aussi vachement inspiré de lui quand j'ai lancé ma boîte. Et ouais, voilà. Après, du coup, je dirais que j'ai plus des inspirations anglo-saxonnes, US, parce qu'on pareil aussi, j'ai fait beaucoup de basket, donc moi j'ai baigné dans la culture US de mes 12 à 18 ans, je regarde la NBA tout le temps, j'étais très dans cette culture US, alors qu'aujourd'hui j'ai plus du tout envie d'y aller, mais en tout cas à l'époque ça m'a vachement aidé, et donc peut-être aussi décomplexé. Ils ont un discours, je trouve, les ricains, tu vois, justement très entrepreneurial, très on s'en fout, on teste, tu vois, genre... Mais donc, justement, c'est ça qui est assez intéressant par rapport à ce que tu fais, ce que tu mets en avant, c'est la simplicité, justement, mais en même temps la complexité. Justement, dans le côté américain, tu sais, justement de Jim Carrey, avec les expressions de visage, de jouer beaucoup sur le côté burlesque. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose que tu as pris, ça, des choses que tu as vues dans le cinéma, ou c'est quelque chose parce que tu as toujours été comme ça, que tu t'es dit, bon, bah écoute, je vais appuyer le trait un petit peu, et puis allons-y, quoi. Je pense que j'ai toujours été comme ça quand j'étais gosse. Tu vois, j'étais fan de Robin Williams, donc j'adorais Malabdo de Fire. Je retrouve des images de moi, j'étais déguisé en femme avec ma mère, ma grand-mère. Je m'en fous, je toujours aimé me déguiser, aimer faire le pitre devant ma famille. Et donc je pense que j'ai gardé ce truc-là. Pareil devant mes potes, je suis toujours celui un peu grande gueule qui aime bien dire des conneries quand on est à table, qui aime bien être le sniper, qui envoie des punchlines un peu à tout va. Moi, j'aime faire rire les autres, en fait. Donc j'essaie d'allier le taf avec une vision, encore une fois, très pragmatique, très tournée sans bullshit, et dire des conneries, parce que je trouve aussi que c'est par le rire qu'on capte l'attention et qu'on retient. Moi, du coup, les sessions que je fais de formation, les mecs me disent tout le temps, les nanas, c'est... En fait, on n'a jamais de formation comme ça, parce que là, on a été accrochés, j'ai pas vu les 3 heures passer, c'est captivant. C'est un show. Et tu te rappelles, en fait, de tout ce qu'on a fait ensemble, parce Bah, qu'à c'est chaque moment, il y a des électrochoc en conneries. plus. Exactement. Parce que tu On retient là, t'es mieux. plutôt soft, là, aujourd'hui, là. Je suis plutôt soft, ouais. Mais c'est vrai que, je sais pas si t'as eu l'occasion, mais... Ouais, j'ai vu un peu. Bah, bon, déjà, ta photo pas- de profil sur LinkedIn. pas mal, LinkedIn évidemment, qui fait ça. Petit bandana, bah ouais, bien Ouais. sûr. c'est Mais pas du coup, mal. forcément, ça Oui. fait un électrochoc parce que tu Ouais. t'en rappelles et que tu te dis, bah, c'est quand même peu commun. Et je reviens à cette histoire de clown, en tout cas d'expert sympa, c'est que si j'étais juste un pitre avec un bandana, j'aurais pas de business. Je serais juste le mec un peu clown qu'on aime bien Ouais. regarder de temps en temps. Mais j'aurais pas la crédibilité auprès des dirigeants et des équipes de venir et de pouvoir conseiller, parce que évidemment je fais du taf, c'est de la prestation intellectuelle que je vends, c'est du conseil, donc je viens, je délivre un message, Ouais. il faut qu'il soit perçu, digéré et Faut retransmis bien derrière. mesurer, Donc, hein, parce tu- qu'on peut très vite sombrer d'un côté ou d'un autre. Donc, Ouais. faut bien tamiser la chose. Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais sur les États-Unis. Tu parlais de la NBA et tu Ouais. as dit qu'aujourd'hui, tu n'avais plus du tout envie d'y retourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je dis plutôt envie d'y retourner dans le sens où, quand j'étais gosse, parce que très culture basket, je m'étais dit, waouh, les US. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a 20 ans, les US, c'était notre modèle, quoi. Je veux dire, tu vois, Ouais, c'était. ça a changé, ouais. Waouh, c'est incroyable. On s'inspirait de tout de chez eux, la mode, les trucs, etc. Alors, on continue, bien sûr, aujourd'hui. Le climat américain en ce moment, bon. C'est une inspiration, Après, qui je est- pense qui est- que quand tu qui est grandis, tu autre. vois autre chose. Oui, Puis je pense que l'Asie aussi est beaucoup plus présente qu'avant. ouais, Avant, on totalement. voyait que les États-Unis. C'est vrai. Maintenant, il y a C'est Mais l'Asie. vrai, on c'est dit et- qu'on a 10 ans d'écart pour tout sur les États-Unis, et c'est Ouais. bien aussi dans le business, tu penses? Ouais, je pense Ouais. clairement. On a Clairement. vachement de retard. Ah ouais, de fou. Ouais. Les inspirations Ouais. viennent souvent de là-bas. Tu vois, la plupart des créateurs de contenu, ou ce qui est fait, ou même ce qui est repris en termes d'émissions. Enfin,
Ouais, tout vient quand même de là-bas. C'est des showman, Ils sont quoi, à la en base, avance, quoi. hein. Parce qu'ils vachement en sont, avance. oui, mais parce que on en revient justement à la formation. Toi, tu connais peut-être davantage, mais justement, l'éducation scolaire américaine est pas du tout la même que l'éducation Ah ouais. française. Déjà, la prise de parole est plus régulière. C'est des choses qui sont faites davantage. Et valorisé, j'imagine C'est aussi. valorisé. Je pense que le numéro un, c'est la mentalité. C'est ça qui fait vraiment la différence. Mentalité de quoi? Je De pense winner, que si je me d'entrepreneur. suis lancée, si j'ai lancé ma boîte aussitôt, c'est parce que j'avais cette culture américaine de t'as rien à perdre, t'as qu'une seule vie, go for it. Et tu peux être tout ce que tu veux être. Alors qu'en France, déjà en troisième, t'as ta conseillère d'orientation qui détermine qui tu es en fonction de tes notes. Putain, c'est Ah Alors oui, que ça, t'es c'est la en pleine conseillère adolescence d'orientation, où tu sais pas qui tu es, il y a une flemme bizarre, tu sais pas si tu veux bosser ou pas. totalement. Donc, alors aux États-Unis, tu veux faire ça, bah vas-y, si tu te casses la figure, c'est toi. Mais c'est très bien parce que regarde, toi, tu as eu ton déclic quand tu t'es retrouvé dos au mur et puis tu as dû 100%. bosser et tu as dû créer l'autre. Donc moi, je pense que c'est beaucoup ce mindset-là qui détermine le reste parce que ça fait qu'on a des personnes responsables qui comprennent que, OK, j'ai fait tel choix, j'ai fait telle erreur, t'apprends de ça et tu te construis. Alors qu'en France, on veut tellement encadrer les gens que finalement, on fait des assistés qui ne poursuivent pas de rêve, qui savent pas qui elles sont et qui ne vont nulle part, quoi. Je suis d'accord. Tu tends à être une figure d'autorité avec ce que tu fais là en ligne. Parce qu'évidemment, Ouais. une figure d'autorité, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est quelqu'un qui parle de son expertise et qui est tellement présent que justement, elle prend plus de pas sur les autres et donc on l'écoute davantage. Non, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que l'autorité vient après la notoriété. Je pense que j'ai suffisamment bâti de notoriété au travers du coup les contenus. Et là, on rentre dans une phase plutôt d'autorité. Donc, il faut aussi faire les choses différemment de tout ce qui se fait. Et ça, ouais. justement, j'imagine que ça crée des haters, des jalousies. Il doit Ah, y avoir bon des sujet. petites pépites à nous raconter là-dessus. J'imagine que j'imagine qu'on vient de chercher en disant non mais attends t'es qui toi pour Ouais. Bon, très bon sujet, parce que du coup, c'est un truc auquel je suis confronté depuis peu, que j'ai essayé de résoudre très vite aussi. Du coup, j'essaie d'être assez réactif sur ces sujets, parce que ça prend beaucoup de bandes passantes. En gros, moi, je viens à la base plutôt du réseau social LinkedIn. J'ai été depuis 2020, on va dire pendant 4 ans, je fais exclusivement du contenu sur LinkedIn, donc qui est un réseau pro où tu peux pas non plus dire n'importe quoi, même si ça peut arriver pour certains. Il y a moins il y a moins de personnes qui disent n'importe quoi que sur du TikTok, du Instagram ou du YouTube. c'est plus éduqué. Oui, Parce voire que c'est aseptisé, comme- on va C'est dire. quand même plus cadré. on va Exactement. dire. C'est un peu plus aseptisé, donc j'ai jamais eu de haters sur LinkedIn. J'ai développé Instagram depuis l'été dernier, depuis le mois de juin où ça a explosé. Je fais un bisou d'ailleurs à l'agence personnelle avec qui je bosse depuis, qui m'a vachement aidé du coup là-dessus. De juin à décembre, j'ai pris 50 000 personnes en gros Wow. sur Instagram. Bravo. Donc ça allait très vite. On a eu une super bonne stratégie et tout. Ça a bien grossi, donc c'est cool. Et donc, j'ai pris une vague de haters Instagram, chose à laquelle j'avais jamais été confronté, parce que moi, j'ai un petit compte avec que les potes à côté, personne va me dire, t'es un connard sur les posts, quoi. Et là, je commençais à être un peu confronté, et je me dis, ouah, attends, mais d'accord. Donc moi, un peu grande gueule, un peu, j'aime bien être piquant aussi, donc je me dis, tiens, je mets ma cape de chevalier blanc, puis je vais répondre à tout le monde. Et en fait, je voyais du coup l'énergie que ça me drainait. Ah oui, ça Le- me demande beaucoup d'énergie, ouais. Ouah, Et j'étais puis surtout, c'est très sans fin. négatif. C'est C'est sans fin. Tu Tu peux les toujours nourris en ré- fait. Bah oui, Tu c'est nourris ça. les cochons en fait en permanence si tu veux. Donc Mais sur c'est- LinkedIn, il n'y avait pas de haters? Non, jamais franchement. Je pense que les posts que je faisais sont pas non plus trop clivants. Là, j'en ai eu quelques-uns. Donc j'ai vu là sur LinkedIn, oui, quelques personnes un petit peu s'offusquer, mais ça reste mignon, je veux dire. Il n'y a pas de trucs sur les commentaires du style oh mais ferme ta gueule, ou alors oh mais c'est qui ce connard avec un bandana, tu sais, des trucs vraiment bateau quoi. Donc Non, mais il n'y a pas de justification. C'est même pas Oui, des oui. professionnels en fait, du secteur Ouais, ou d'un non, secteur non. qui te dit. Et souvent, qui c'est vont des faux démonter ton comptes. truc en disant mais tu dis n'importe quoi, c'est de la merde. Et toi Ils t'as envie de veulent dire pas mec, bien leur, ça fait ouais. 3 ans que je coach, les plus belles boîtes du secteur, t'es personne, ferme ta gueule. Mais ça sert à rien de faire ça. Donc en fait j'ai pris un truc là depuis pas longtemps, c'est que du coup j'ai quelqu'un qui répond aux commentaires. Je ne regarde Donc un, plus aucun un commentaire. modérateur. Exactement. J'ai un modérateur qui gère mes commentaires sur les réseaux. Moi, je m'occupe principalement et toujours moi-même de tous mes DM. Donc Instagram, LinkedIn, je gère les demandes en direct parce que ceux qui viennent te parler sont souvent soit des gens qui te donnent de la force, soit des gens qui ont des questions vraiment pertinentes, soit des gens qui ont envie de bosser avec toi. Donc moi, je conserve ces messages-là et je ne regarde absolument plus aucun des contenus que je poste
aucun commentaire, rien du tout. Et j'ai fait ça depuis là, Noël, donc ça fait pas longtemps, parce que tu vois, ça fait 1 mois. Ça m'a libéré une charge mentale. C'est colossal. C'est fou, hein, les réseaux sociaux, ça détruit. Mais franchement, ton succès, il est énorme. Tu peux pas nous donner 2-3 tips là? Comment passer de 0 à 50K en 6 mois? Faire de la vidéo. En fait, ce qui a bien marché avec l'agence personnelle, ça a été tous les jours, une vidéo par jour, un réel par jour. Alors, sur LinkedIn, ça a pris du coup beaucoup de temps et des contenus pareils vidéo et pas mal d'autorité et qui est né de ça. Sur Instagram, ça a été vraiment le côté réel. Eux, l'agence personnelle, sont très forts là-dessus. Un format, entre guillemets, un peu unique avec un template qui marche très très bien sur des sujets très précis. Et juste de la régularité et le format vidéo qui est poussé, même maintenant sur LinkedIn, qui est poussé à mort. On fait des centaines de milliers de vues, alors que ce n'était pas le cas il y a encore 1 an avec la vidéo. Donc je dirais la régularité, je dirais de faire de la vidéo impérativement, et je dirais de surtout mettre en avant de la valeur, quoi. Juste par contre faire de la vidéo pour dire des choses bateau, oui, ça va pas faire décoller le rythme. vidéo de l'agence personnelle, justement, tu utilises je crois, pas me tromper, c'est une vidéo, une action une vidéo, un message applicable. Ouais, une vidéo, un message avec un call to action précis, de la valeur, et essayer du coup de trouver des sujets. Alors moi, la chance aussi que j'ai, entre guillemets, c'est que le monde de la vente, il est, j'ai envie de dire, presque infini. En fait, tout le monde a besoin de vendre, n'importe quelle entreprise. Donc, ce qui fait aussi, je pense que ma niche n'en est pas une du tout, c'est que j'arrive à toucher aussi beaucoup de boîtes différentes, beaucoup de profils différents, et ça parle forcément. Donc, je pense que mon profil a aussi beaucoup pris, au même titre qu'une Caroline Mignot, qui est aussi dirigeante de l'agence, qui elle a pété depuis 1 an, parce qu'elle aussi, elle parle de marketing. Donc, j'ai envie de dire, on est confrères, on est cousins, on est hyper complémentaires. Et Caro, elle explose avec le market. Donc c'est pareil, c'est des sujets comme ça où on arrive aussi à avoir ce fameux tofu, mofu, bofu là, où tu as des sujets qui parlent vraiment à tout le monde, du quotidien où tu vas essayer de mêler de la vente, des sujets très très techniques pour allier du coup, mettre en avant ton expertise. Donc c'est aussi un petit medley de tous ces sujets. Donc en gros, tu peux faire rire, mais assure-toi de donner de la valeur, savoir de quoi tu parles. Ou alors, dans ce cas-là, tu fais que des vidéos humoristiques et t'es youtubeur, tu vois, comme on voit Studio Bagel qui sont mais à mourir de rire, mais tu fais pas du business, quoi. Dans ce cas-là, tu fais une carrière dans l'humour. Et c'est quoi alors qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Parce que j'imagine que là, t'es dans ton élan, t'es en plein justement dans la montée, et tant mieux. Après, t'as une vision sur la suite, sur ce que tu veux? Est-ce que ça, justement, ça te tenterait pas de faire un one-man show? Si. Ou justement d'aller à la télé ou du cinéma ou que sais-je? Si, c'est drôle que tu dis ça. Je pense que j'ai toujours été très opportuniste dans ma vie, dans le sens où j'ai toujours été dans l'action. Et j'ai toujours essayé de saisir les opportunités qui se présentaient à moi si j'estimais que c'était le bon timing ou que ça me faisait marrer. Donc si demain un truc comme ça se présente, c'est clair. Tu vois, j'ai fini d'écrire le livre avec ma cousine et une autre personne, Benoît, l'année dernière. Je me suis dit qu'après le livre, le projet serait peut-être un one-man show. Parce que tu peux redonner d'ailleurs le nom de ton livre? Le livre s'appelle L'échec mention très bien. Qui se trouve donc dans toutes les Fnac, Amazon et librairies en ligne. Allez faire marcher les petites librairies de quartier, allez le commander chez eux. C'est aux éditions Erol. Ça s'appelle L'échec mention très bien. C'est un petit livre qui se lit hyper bien. On a voulu me faire une sorte un petit peu de bible de l'échec, dans le sens où moi, au travers du podcast, j'avais rencontré 50 personnes qui ont vécu des choses hyper troublantes et dures dans leur vie. Ça peut être un cancer, une peine de cœur, foirer sa boîte, perdre une jambe, perdre un proche, avoir une leucémie. Vraiment, j'essaie de prendre très large. Donc, ils ont tous perdu quelque chose, là. Exactement. Le faire de la prison, l'alcoolisme, une période vraiment sombre et dure à traverser. Et ils s'en sont sortis. Et donc, j'ai voulu montrer aux gens que on vit tous des périodes de merde dans nos vies, des périodes dures, et qu'on peut s'en sortir. Et que ces gens-là, du coup, en sont le parfait exemple. Donc, on a repris 20 personnes 3 ans plus tard donc, de ce podcast-là, qu'on a réinterviewé. Et on a du coup 10 chapitres qui retracent 2 personnes par chapitre, à chaque fois un homme, une femme, qui ont des profils diamétralement opposés, avec des échecs diamétralement opposés, mais qui convergent finalement vers
la même chose, parce qu'on se retrouve tous en fait en matière d'échec, quoi. Donc beaucoup de résilience dans ton livre. Il y a Ouais. beaucoup Full de... résilience, exactement. Donc, C'est les mécanismes qui mènent à la résilience, d'ailleurs. C'est un livre que tu as sorti depuis combien de temps? Il est sorti en octobre 2024, là, du coup. Ça fait très peu de temps, ça fait quelques mois. Ok. Donc, Bravo. hyper content. Hyper content de ça. Donc oui, la suite, c'était peut-être de faire un one-man show, j'en sais rien. Si demain, il y a d'autres trucs, tu parlais de cinéma ou autre, je vais dire, je ferme pas la porte dans le sens où j'en sais rien. De la Non, mais ça télé, peut être du des truc. opportunités qui peuvent Ah se- oui, qui oui. peuvent s'offrir à Qui toi. peut s'ouvrir, Mais ouais. en fait, si Contactez mon agent. voilà, qui Euh, est là, La juste, pub est passée, ça qui y est dans est. l'ombre, qui se tait dans l'ombre. Bah, mais du coup, oui, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je pense de continuer à prendre du plaisir, de commencer à peut-être... je pourrais jamais délaisser la vie pro, parce que moi, je suis un passionné de travail, j'aime tellement ça que je peux pas juste demain vivre de rien. Oui, c'est ça. Oui, même si Ouais, tu mais as un plus entrepreneur, d'équilibre. quoi. même si tu as Je pense plus que d'argent c'est- qu'il n'en faut, Voilà, tu t'as- pourrais pas t'arrêter de Ouais. Non, travailler. je suis D'ailleurs, obligé Au d'avoir bout des du projets. défi, aimer remporter des victoires, Ouais. ce sont les ingrédients d'entrepreneurs qui font qu'on Ouais. Mais n'arrête pas d'ouvrir. il y a des une boîtes, question qu'on t'a pas faire des posée, choses. c'est justement comment tu allies vie pro et Ouais. vie perso, parce que on se dit, mais le mec il travaille tout le temps en fait. Ouais. Donc, est-ce que tu as vraiment une vie perso à côté? Bah, jusqu'à il y a un an, avant que je rencontre ma compagne d'aujourd'hui, je dirais que non, j'avais pas trop de vie perso, si ce n'est des potes forcément régulièrement, parce que je me nourris aussi forcément de ces relations-là. Mais depuis un an maintenant, j'essaie de voir les choses différemment. J'essaie un petit peu de ralentir, donc d'encore Équilibrer. mieux structurer mes semaines pour avoir du temps. Je travaille plus le week-end. Je travaille plus tard le soir, sauf exception, bien sûr. Je dis ça, il y a 2 jours, j'ai bossé jusqu'à 22h, mais parce que j'étais seul à la maison. Quand elle est là, j'essaie vraiment de couper à partir de 19h max pour qu'on ait du temps ensemble, etc. Donc, je dirais que j'ai essayé de réduire un peu la voilure. J'essaie aussi de me contenter de ce que j'ai. Ça, c'est un sacré sujet, c'est l'argent, encore une fois, parce que on a dit que l'argent, c'est une conséquence. On fait quand même aussi ça pour gagner notre vie. On est Ouais. passionné par ce qu'on fait, mais l'objectif, c'est quand même de bien en vivre. Et moi, j'ai eu une ascension assez fulgurante où je gagne très bien ma vie aujourd'hui. Et il y a un peu ce truc, parce que moi, je viens de nulle part. Ma mère, elle a été assistante de direction toute sa vie. Mon père a été entrepreneur dans le bâtiment, il gagnait bien sa vie, mais je viens pas de milieu aisé. Je me suis un peu, j'ai envie de dire, fait tout seul. Et donc, le fait de gagner aussi beaucoup d'argent maintenant, il y a un truc un peu, cette peur un peu du manque de me dire, merde, attends, mais si je ralentis demain, attends, maintenant j'ai un train de vie qui est quand même assez fou, est-ce que je suis prêt à sacrifier ça? Et pour autant, oui, c'est ce que j'essaie de travailler en me disant, oui, c'est pas grave si je gagne un peu moins, parce que je gagnerai encore très bien ma vie, mais j'aurai plus de temps pour ma famille demain, pour la famille que je veux fonder, du coup, Ouais. pour du temps pour moi. Et pas me muser la santé toute ma vie, quoi. Pas faire du 8h, 22h non-stop. Je pense que c'est la vraie question. C'est quoi la richesse? Est-ce que c'est juste C'est une bonne question, ça. financier ou alors avoir une famille, du temps libre? Parce que le temps aussi, c'est de la richesse. Donc, c'est aussi cette réflexion, je pense, que tout le monde doit avoir. Mhm. Pour moi, c'est quoi être riche? Enfin, pour moi, c'est quoi être heureux? Ouais. Et pouvoir déterminer. Et je pense qu'en fonction de la phase de notre vie, ce qu'on a dans notre vie ou pas, parce que tu expliques que c'est depuis que tu as ta compagne, Mhm. que finalement, le travail prend moins de place Ouais. qu'avant. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, et je pense que beaucoup de gens n'osent pas en parler, et merci pour en parler, c'est cette peur-là. Mhm. C'est que quand tu n'avais pas d'argent et que tu te retrouves à gagner beaucoup d'argent, tu commences à stresser. On pense que quand j'aurai beaucoup d'argent, je serai calme, pépère, mais pas du tout. Ça éveille d'autres genres de problèmes, en fait. Ouais, qu'est-ce que l'argent t'a permis d'acheter surtout aussi? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Parce que... Un yacht, un manoir, non, je déconne pas du tout. Bon, ben voilà. Non, l'argent me permet. Je dépense pas grand-chose. Après, je suis pas un grand dépensier. Je me suis pas acheté de voiture, de grosses montres, de trucs. Je m'en fous en réalité de tout ça. Pour moi, c'est futile. Ce que ça me permet d'avoir, c'est un train de vie génial, parce que du coup, j'ai un super bel appart maintenant, donc j'ai un confort de vie grâce à ça, de pouvoir faire des cadeaux quand j'en ai envie à la famille, aux proches, de pouvoir faire des restos en permanence, de faire des belles vacances, d'être bien équipé, j'ai envie de dire, moi, pour mon confort matériel de travail, c'est à peu près tout. Donc j'ai de l'argent là, j'en fais. Après, il y a aussi ce truc de ce stress de quand on fait beaucoup d'argent, il faut aussi maintenir le cap quand même. C'est-à-dire Voilà, que comment tu c'est pas parce gères que je ça? fais une belle année ou je fais 500 000 euros cette année C'est ça. que je vais forcément refaire 500 000 euros C'est ça. l'année prochaine. Comment tu gères ce stress-là, justement?
Je pense que mon passé de sales, du coup, m'aide énormément dans le sens où, justement, j'ai appris à être organisé et j'ai appris à tout le temps prospecter, à avoir tout le temps des rendez-vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon carnet d'adresses, il est rempli. Là, on se parle, on est donc fin janvier. Je suis rempli jusqu'à septembre. Là, si on veut bosser avec moi, j'ai pas de place avant septembre. Mais chaque semaine, là, jusqu'à septembre, je vais avoir entre 8 et 10 rendez-vous par semaine de nouveaux clients. C'est-à-dire que je continue de prendre quand même des nouvelles demandes et je continue d'entretenir des nouvelles relations, de générer plus de pipe. S'il faut, du coup, si les gens ont le temps d'attendre, de déjà prévoir du coup la suite, donc d'avoir encore plus d'avance. S'il faut du coup de redonner ça à d'autres personnes, mais j'entretiens du réseau en permanence. Je ne m'arrête en fait jamais. Quand je parlais d'autoroute sans sortie, Oui, c'est ça, ouais. ça en fait. En C'est fait, ça. souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que quand tout fonctionne, ils font rien. Mhm. Et c'est quand, justement, ça ne fonctionne pas, qu'ils commencent à faire quelque chose. Ouais. Mais toi, finalement, tu dis que, justement, il faut faire des choses continuellement. C'est pour monter dans une autre dimension, en Ouais. fait. Puis du coup, s'ouvrir d'autres portes, ou peut-être du coup demain, je vendrai d'autres choses à ces gens. Peut-être que ça va me forcer à faire d'autres projets, à me forcer à innover. En fait, j'essaie aussi de tout le temps innover. Sinon, en fait, on reste aussi très plan-plan dans notre confort de je fais mon argent. Voilà, faut que je stabilise. Mais en fait, je trouve que c'est un vrai frein derrière à la création. Et si on n'innove pas, on meurt. Chaque entreprise aujourd'hui est obligée d'innover en permanence, sinon elle se fait bouffer par son marché. Parce qu'il y a sans cesse des nouveaux acteurs qui rentrent, des nouveaux concurrents. L'IA, on n'en parle pas, mais c'est clair, c'est énorme, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, peut-être. Un mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire Prenez du plaisir dans ce que vous faites, posez-vous, j'ai envie de dire, les bonnes questions, c'est facile à dire parce que c'est bateau, mais juste, éclatez-vous dans ce que vous faites, n'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de foirer, on parlait de cette mentalité US tout à l'heure, je pense que c'est un truc qu'il faut cultiver, c'est un mantra où faut pas avoir peur de tenter des choses, de se casser la gueule, c'est normal, la réussite linéaire n'existe pas, toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui ont échoué hier. Et en fait, c'est juste le cycle normal de la vie et de l'entrepreneuriat. Et que si tout était simple, ça se saurait. Donc, il faut aussi faire des sacrifices, il faut se casser les dents pour pouvoir à un moment donné aussi prétendre à justement plus de tranquillité, moins travailler, mais parce que tu as aussi charbonné pendant le temps qu'il fallait, tu t'es donné les moyens de tes ambitions. Donc, voilà. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup pour ton intervention. Et puis merci encore d'être aussi nombreux de podcast en podcast. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'enclencher la cloche comme on vous le dit à chaque fois, mais surtout de vraiment le faire. Ça nous motive, nous aussi, à faire d'autres podcasts, à avoir d'autres invités. Ça montre aussi que les gens regardent, parce que même si on nous dit qu'on regarde, c'est vrai que des gens ne s'abonnent pas, je le sais. Je te sais, toi, derrière, qui ne t'abonne pas. Ça coûte rien, c'est un clic. Arrêtez de faire les crevards, bordel. Merci. Cliquez. Voilà, dis-le-leur. Ça coûte rien. On vous dit à très bientôt. Allez, bye bye. Bye, guys.